Depuis une vingtaine d'années, une avancée majeure en neurosciences permet de repenser le bien-être équin et de le propulser à un tout autre niveau. Deux expertes en comportement équin, en reconsolidation de la mémoire chez l'animal, mais aussi formatrices en réécriture de la mémoire équine, nous offrent des perspectives captivantes et précieuses sur le sujet. Changeons de trajectoire et embrassons avec nos chevaux un futur plus cohérent, un renouveau. Il est important de toujours évaluer si des causes médicales sont en jeu dans la problématique adressée. Les interventions en reconsolidation thérapeutique de la mémoire doivent toujours être effectuées par des professionnels qualifiés. Bonjour et bienvenue au deuxième épisode de ce podcast consacré au désapprentissage chez le cheval. Mon nom est Sandy Letarte, je suis technicienne équine et fondatrice d'Équin Communication et je suis ravie de retrouver ma collègue Dr Sophie Côté qui, rappelons-le, est psychologue experte en reconsolidation thérapeutique de la mémoire chez l'humain et l'animal, co-autrice de deux ouvrages et responsable scientifique du volet neurosciences chez Équin Communication et plus encore que vous pourrez découvrir via le lien dans ce descriptif. Alors, bonjour Sophie. Bonjour Andy, ça fait plaisir d'être ici pour un deuxième épisode. Oui, on a un sujet passionnant aujourd'hui qui est la reconsolidation de la mémoire, dont nous allons voir dans un premier temps ce que dit la science à ce sujet. Ensuite, nous allons voir les étapes du processus de reconsolidation thérapeutique de la mémoire qui permet de transformer les schémas problématiques directement à leurs racines. Et pour terminer, nous ferons la démonstration à l'aide d'une vidéo de ce processus appliqué lors de la résolution d'un problème de comportement. Mais d'ici là, nous allons faire un bref retour sur le premier épisode. Alors, Sophie, je te laisse la parole. Alors, une courte revision de ce qu'on a couvert dans notre premier épisode pour vraiment être sur la même base. On a regardé en premier comment est-ce qu'un comportement se crée dans la mémoire, comment est-ce qu'un cheval, un équidé apprend des états psychologiques ou des comportements, qu'ils soient problématiques ou non. Eh bien, il faut vraiment penser en termes d'expérience. Ce sont des expériences qui sont soit très récentes ou bien dans un passé lointain, mais qui, pour une raison ou une autre, parce qu'elles étaient répétées ou parce qu'elles étaient intenses ou parce qu'elles étaient pertinentes d'une manière ou d'une autre, ont laissé une trace et ont poussé l'équidé à s'adapter pour essayer de minimiser ou d'éviter un certain inconfort, une certaine souffrance, etc. C'est la base de la survie. Et donc, comme ça, un apprentissage s'est créé et qui a tendance à s'exprimer quand certains stimuli sont présents. Les apprentissages peuvent être très localisés, ils peuvent être très généralisés. Ça dépend toujours de l'interaction entre le type d'événement, d'expérience qui a été vécu et la mémoire qui l'a absorbé. Cette expérience-là, c'est vraiment très unique à chaque individu. Ensuite, on a regardé comment le conditionnement agit sur la mémoire. Et là encore, ce qu'il faut retenir, c'est que le conditionnement, il crée des nouveaux apprentissages dans la mémoire, donc il ajoute à la mémoire. Et dans la partie scientifique, on va voir un petit peu dans le détail une étude magnifique animale qui a été faite et qui a bien démontré ce contraste entre ajouter des choses dans la mémoire versus aller transformer dans la mémoire. Et ça nous a amené cet examen-là, cette discussion-là, à se demander maintenant comment est-ce qu'on désapprend un comportement, un état psychologique qui s'est appris en mémoire et qui, pour une raison ou une autre, pose problème. Alors, allons regarder un petit peu les données scientifiques. Je sais que c'est cher au cœur à plusieurs d'entre nous de s'assurer que nos interventions ont des bases scientifiques. Alors, vous allez être servi, j'en ai mis plus que moins. Euh, donc, vous pourrez faire pause sur certaines diapositives qui ont beaucoup de contenu pour aller chercher les informations si cela vous intéresse.
Alors, on leur rappelle que le mécanisme de reconsolidation de la mémoire, c'est le seul mécanisme biologique connu de la science à ce jour qui permette d'effacer, de réécrire les apprentissages directement dans la mémoire, et ce, peu importe l'intervention. Donc ça, c'est bien important. Il n'y a aucune intervention chez l'humain ou chez l'animal qui peut clamer détenir la propriété intellectuelle de la reconsolidation de la mémoire parce que c'est un mécanisme biologique à la base. Alors ça, c'est très, très important. Ça nous donne une belle liberté après ça dans l'intervention pour aller créer différentes expériences, pour aller recruter ce mécanisme-là. Par contre, l'envers de ça, c'est que si les étapes de ce mécanisme ne sont pas là, eh bien, l'effet n'est pas là non plus. C'est un autre type d'effet qu'on va avoir sur le système nerveux et la mémoire. Alors, pour ce qui est des études, eh bien, je suggère les revues de littérature de Bruce Ecker, mon excellent collègue américain. Pourquoi? Parce que Bruce est un ancien physicien et mathématicien. Il a été pendant 14 ans. Et c'est un homme extrêmement méticuleux qui a pris le temps de passer au peigne fin ses études animales qui sont souvent très complexes. Et donc, il a fait, qui demande là, vraiment des nuances au niveau des protocoles. Alors, il avait le gabarit scientifique, il avait l'œil pour vraiment aller évaluer chaque étude. Alors, quand il publie des revues de littérature, elles sont vraiment bien faites. Elles couvrent vraiment un nombre intéressant d'études et surtout, il décortique les résultats de ces études, non pas sur une théorie de l'esprit ou une théorie quelconque, vraiment à partir de ce mécanisme-là qui appartient au système nerveux. Alors, c'est pour ça que je les recommande. C'est un peu le Michel-Antoine Leblanc. Ce que Michel-Antoine Leblanc est à l'éthologie, ben Bruce Ecker le serait pour la reconsolidation de la mémoire. Donc, deux personnes qui ont vraiment pris le temps de faire un travail admirable, très méticuleux, très rigoureux d'analyse des données scientifiques disponibles. Alors, voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de revues scientifiques dans nos suggestions de référence. Et après, ben, libre à vous de prendre les références de cet article-là et d'aller voir les études là, par vous-même s'il y en a qui vous intéressent plus en détail par rapport à ça. Euh, donc, c'est important aussi de se demander pourquoi est-ce que l'éthologie n'a pas parlé de reconsolidation de la mémoire. Oui, bien, tout à fait. On en avait parlé un peu dans le premier épisode et on va le redire ici parce que c'est important. Vous ne trouverez pas de notion sur la reconsolidation de la mémoire dans la littérature en éthologie parce que chaque domaine scientifique a ses spécificités et l'éthologie ne s'intéresse pas à la plasticité de la mémoire, mais plutôt à l'expression visible des comportements, alors que les neurosciences, eux, s'intéressent aux mécanismes. Et c'est la raison pour laquelle, en réécriture de la mémoire équine ou RME, qui est l'approche d'équin communication, on va intégrer les dernières avancées en neurosciences aux connaissances scientifiques en éthologie pour nous permettre de comprendre plus en profondeur le comportement équin. Très intégratif et très, très complet. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu plus, c'est le petit bonbon que je vous avais promis, une étude un peu plus en détail. Et c'est l'étude de mon fils. Mon fils est américaine, c'est une femme, donc je ne sais pas comment aux États-Unis ils prononcent mon fils. Je préfère le dire à la française. Donc, mon fils et collègues en 2009. Ils ont directement voulu comparer cette équipe-là, la reconsolidation de la mémoire et le conditionnement. Alors, voyons comment ils ont réussi à créer les deux, en fait. OK? Et le désapprentissage et le conditionnement.
Donc, juste un petit mot juste avant, encore une fois, c'est un exemple de ce que je vous avais dit pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Donc, juste pour vous montrer que quand on parle des données animales, on a étudié chez le crabe, on a étudié chez l'humain, on a étudié chez le rat et d'autres rongeurs. Donc, c'est vraiment le genre de revue scientifique que vous pouvez aller chercher. C'est très complet. On a des études avec agents chimiques, sans agents chimiques, donc des études vraiment comportementales. Vous pourrez aller voir de ce côté-là. Alors, cette fameuse étude qui est tellement intéressante, alors, ça se déroule sur 3 jours et c'est assez classique des études de ce genre où est-ce qu'on va aller créer une peur en laboratoire pour vraiment contrôler les paramètres d'apprentissage et de désapprentissage de cette peur-là. Alors, vous avez 2 groupes de rongeurs. Ils ont créé d'autres sous-groupes, mais pour ce qui nous intéresse, voici ce qui est important à retenir. Alors, le premier groupe est le groupe de désensibilisation, qu'on peut appeler aussi extinction dans ce type de littérature. Et vous avez le deuxième groupe qui est le groupe de la reconsolidation de la mémoire. Et ce qui se passe pour ces rongeurs-là, c'est qu'à 3 reprises, on va leur faire vivre l'expérience suivante. Ils vont entendre un son, toujours le même, ce son-là va être suivi d'un petit choc électrique à travers une grille qui est à peu près comme un petit choc d'électricité statique qui va passer à travers les pattes. Donc, c'est désagréable, ça saisit, ça fait sursauter. Et ça, c'est suivi d'une pause de 3 minutes. Et donc, on va refaire ce cycle-là 3 fois pour aller sensibiliser, créer cet apprentissage-là chez tous les rongeurs pour qu'ils partent du même pied. Et là, ce qui se passe au jour 2, c'est particulièrement intéressant. Alors, au jour 2, ils arrivent à l'expérimentation, tous ces rongeurs-là, et dans leur mémoire, ils ont appris, encodé cet apprentissage ou ce schéma. On peut commencer à parler de schéma qui est le son annonce un choc électrique et il est suivi d'une pause de 3 minutes. Ça, c'est ce que leur expérience leur a appris. Notre groupe de désensibilisation, vous allez reconnaître beaucoup d'interventions très classiques avec les équidés. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur présenter le son, mais sans le choc électrique, suivi de la pause de 3 minutes, et on va faire ça à 20 reprises. OK? Tandis que dans notre groupe reconsolidation, ce qui est intéressant, c'est que la première fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur présenter le son, sans le choc électrique. Et là, bon, ils ont subdivisé des groupes. Il y a un groupe qui avait une pause de 10 minutes, il y a un groupe qui avait une pause de 60 minutes. Et la raison pour laquelle j'ai fait clignoter cet apprentissage-là dans leur mémoire, c'est que ça, c'est une expérience qui est vraiment radicalement différente de ce qu'ils ont appris. Si on regarde à gauche dans le groupe de désensibilisation, oui, le choc électrique est absent. On pourrait se dire, ben là, c'est une grosse différence. La source d'inconfort est partie. Sauf que la structure de l'expérience est très, très proche de ce qu'ils ont connu. Trop proche, en fait, pour aller vraiment déstabiliser ces synapses-là, déstabiliser cet apprentissage-là et donc le rendre vulnérable à la réécriture. Tandis que quand ils vivent, ces rongeurs-là du groupe 2, l'expérience d'entendre le son, il y a pas de choc électrique, alors que j'anticipais qu'il y en aurait un. Mais là, en plus de ça, au lieu d'avoir une pause de 3 minutes, ensuite le son, ensuite, OK, on a une pause de 10 minutes, on a une pause de 60 minutes. Là, vraiment, le système nerveux peut se rendre compte que la réalité ne se comporte pas de la manière dont il l'avait anticipé. Évidemment, ce n'est pas conscient, c'est implicite, mais ça se passe quand même au niveau de leur mémoire. Et là, ensuite de ça, à 19 reprises, on va leur procurer cette fois-ci cette expérience-là. Le son, pas de choc, pause de 3 minutes. Le son, pas de choc, pause de 3 minutes. Et donc, autant cette première fois-là va aller déstabiliser, déverrouiller cet apprentissage-là, autant les 19 fois, il n'aurait pas été obligé de faire ça 19 fois. Une couple de fois aurait suffi 2 à 3 fois, mais bon, dans leur protocole, ils avaient choisi 19, c'est correct aussi. Donc ça, c'est ce qui va procéder à la réécriture du schéma. Maintenant qu'il a été déstabilisé, il est réécrit par cette expérience répétée de, OK, maintenant, la cloche
n'est pas suivi d'un son et est suivi d'une pause de 3 minutes. Ce qui fait qu'au jour 3, et c'est là où c'est fascinant, au jour 3, on voit la différence dans la mémoire de ces deux rongeurs. Nos rongeurs qui ont eu l'expérience de désensibilisation, eh bien, eux, on voit cet ajout dans leur mémoire. Le protocole de désensibilisation, étant donné le type d'expérience qu'il a procuré à ces rongeurs-là, il leur a fait modifier, oui, leur apprentissage, mais pour devenir la cloche peut prédire le choc ou elle peut prédire l'absence de choc. Les deux sont possibles et ça va être suivi d'une pause de 3 minutes. Alors, c'est parfaitement normal que quand on les reteste au jour 3, ils entendent la cloche, ils vont montrer une réponse de peur. Et c'est ce qu'on disait dans notre premier épisode. Donc, on peut avoir une diminution des symptômes et à un moment donné, pouf, ça réapparaît. Et on disait pourquoi? Bien, c'est parce que l'apprentissage est encore contenu dans leur mémoire. Ici, dans l'étude de mon fils, on a vraiment un exemple où est-ce que l'apprentissage s'est modifié, mais pour faire un et où. OK? La cloche peut annoncer soit le choc électrique qui va me créer de l'inconfort, soit l'absence de choc. Donc, je vais avoir peur étant donné que c'est possible d'avoir un choc. Tandis que dans notre deuxième groupe, où on a fait de la reconsolidation de la mémoire, on a été directement réécrire, eh bien là, lorsqu'ils entendent la cloche, ces rongeurs, ils ne montrent pas de réaction de peur, et ça, c'est typiquement mesuré dans les études par la réaction de sursaut. Donc, on enregistre la durée à laquelle les pattes quittent la grille. Donc, ça peut être une des façons de mesurer. Et donc, ils n'ont pas cette réaction de sursaut et c'est fascinant de savoir que ces résultats-là étaient encore présents un mois après l'étude et même si on leur redonnait un petit choc statique là, dans les pattes, là, c'était très robuste. La peur ne revenait pas suite à la reconsolidation de la mémoire. Alors, un exemple avec nos chers équidés, comment est-ce que de quoi ça aurait l'air chez des équidés? Eh bien, imaginez un cheval qui a appris une difficulté d'approche suite à certaines expériences. Il voit arriver l'humain dans son environnement. Il anticipe certaines conséquences à cet humain-là, notamment qu'on va lui poser un licou ou un licol, qu'on va le mettre en laisse, que son stress va augmenter, etc. Et donc, il a appris que prendre la fuite à plus ou moins grande vitesse et à plus ou moins grande distance, c'est la meilleure chose à faire. Et donc, si on procède par conditionnement, par exemple, chez cet équidé, eh bien, on se retrouverait typiquement si on n'avait vraiment que ce type d'expérience dans sa mémoire émotionnelle, eh bien, on aurait à la fois le comportement d'approche et le comportement de fuite, étant donné qu'on n'a pas été réécrire cette séquence-là dans sa mémoire. Et donc, ce serait parfaitement normal que ça soit un peu à pile ou face. Certaines journées, on va le chercher, on réussit à l'attraper. Certaines journées, on ne réussit pas. Certaines journées, ça prend la pomme ou ça prend la moulée ou ça prend... Certaines journées, non. Et c'est parfaitement normal étant donné qu'il y a les deux maintenant d'encoder dans sa mémoire émotionnelle. Tandis que, et là, on va voir avec la démonstration comment on peut arriver à des résultats comme ça. Soyez patients, on y arrive. Eh bien, là, à ce moment-là, avec cette réécriture, ben, on va se retrouver avec un comportement d'approche au lieu d'un comportement de fuite chez cet équidé. Et donc, les résultats vont être plus stables, tout simplement parce qu'il n'y a pas cet ancien schéma dans sa mémoire, cet ancien apprentissage dans sa mémoire. Donc, pour ce qui est des preuves scientifiques, eh bien, l'effacement dans la mémoire, donc vraiment la réécriture, effacement, c'est un synonyme qu'on voit là, dans les études neuroscientifiques. Il a été répliqué dans plusieurs études animales que je vous ai listées ici et humaines.
Il y a des études qui ont échoué à répliquer ces résultats-là, mais c'est intéressant de voir, et cette fois-ci, ce ne sera pas une étude par écœur. Donc, on voit ici là, des chercheurs qui ont fait la revue de ces études-là, qui ont regardé leur protocole et qui ont vu qu'il y avait des fautes dans le protocole ou des étapes dans leur protocole qui faisaient en sorte que ce n'était pas possible de répliquer les résultats de mon fils avec leur procédure. Donc, ils ont vu des fautes de procédure qui expliquaient totalement pourquoi ils n'avaient pas réussi à reproduire ces résultats, que ce soit chez l'humain ou chez l'animal. Donc, il y avait des problèmes avec le protocole. Ensuite, il y a ces chercheurs-là au troisième point qui ont produit des preuves scientifiques selon lesquelles la reconsolidation et l'extinction, l'habituation, la désensibilisation, eh bien, ils sont effectivement des processus biologiquement distincts et mutuellement exclusifs. Donc, l'un ne peut pas faire l'autre et l'autre ne peut pas faire l'un. Alors, c'est aussi validé scientifiquement. Et on a aussi des preuves scientifiques qui avancent que la suppression des symptômes par extinction, par conditionnement, elle est effectivement sujette à rechute parce que l'apprentissage qu'on cible dans l'intervention, qui est problématique, il existe encore, il se réactive dans diverses circonstances et redevient dominant. Et c'est pour ça que les symptômes reviennent. Alors, voici les preuves pour ceux qui voudront aller un peu plus loin. C'est quand même bien de voir qu'on a des choses qui sont récentes. Tout à fait. Et bien maintenant, il y a des étapes du processus de reconsultation thérapeutique qui ont été bien définies. On va utiliser le terme PRT là, pour simplifier le- l'appellation de ce processus-là. Alors, est-ce que tu veux justement nous les expliquer? Oui, alors le fameux processus de reconsolidation thérapeutique, il vient en trois grandes phases. La première phase, c'est de trouver et d'activer les apprentissages problématiques qui causent les symptômes. Et encore une fois, on pense en termes d'expérience. Alors, pour faire ça, on va aller créer une expérience qui permette d'aller activer la mémoire. Pourquoi? Parce que, comme dirait mon cher collègue et ami, docteur Pierre Cousineau, avec qui je donne beaucoup de formations, eh bien, le cerveau ne peut pas régler ou transformer quelque chose qui n'est pas là. Alors, si on veut déstabiliser les synapses de cet encodage-là, eh bien, il faut d'abord les activer. Alors, on a besoin d'aller activer avec certaines expériences qui sont ciblées. Et ça, on va en parler dans notre fameuse démonstration. On va le voir dans l'appliqué à quoi ça peut ressembler. Et ensuite, on doit aussi créer des expériences pour les équidés qui vont aller provoquer leur réécriture directement dans les encodages neuronaux. Et ça, ben, ça prend des expériences qui sont contradictoires à quoi? Contradictoires aux prédictions spécifiques de ces apprentissages-là sur la réalité. Encore une fois, ce n'est pas conscient, ça se passe dans l'implicite, mais c'est la base de la perception. On a besoin de pouvoir anticiper ce qui va se produire dans notre environnement pour pouvoir s'adapter, pour pouvoir survivre, pour pouvoir être rapide à reconnaître les stimuli. Donc, on crée des patrons en mémoire qui sont des patrons prédictifs. Alors, lorsqu'on crée une expérience qui ne correspond pas à ce qu'un apprentissage a appris à prédire sur la réalité, même si c'est implicite, ça se passe de manière inconsciente, on a le pouvoir de déstabiliser cet apprentissage-là, de le rendre vulnérable à la réécriture. Et si on répète ce bon type d'expérience-là, très ciblé dans la zone de tolérance de l'animal, eh bien, on se donne une chance d'aller réécrire cet apprentissage-là, de le désapprendre et de le remplacer par un nouvel apprentissage qui va être plus favorable à des réactions, des états psychologiques, des comportements qui vont faire davantage notre affaire, qui vont être plus sécuritaires, qui vont être plus apaisés et ainsi de suite. Et ce processus de reconsolidation thérapeutique, il suit la méthode scientifique jusqu'au bout. Et donc, on veut absolument
vérifier nos 3 marqueurs de transformation qui sont la non-réactivation. Donc, dans des circonstances similaires, si on pense à notre premier épisode, on avait notre fameux cheval qui avait vécu une expérience traumatique en lien avec la remorque. Alors, la vue de la remorque, le son de la remorque, être dans la remorque, approcher la remorque, ce sont tous des stimuli qui étaient probablement capables d'activer cet apprentissage-là dans sa mémoire. Et là, on ne voit pas d'activation, on ne voit pas de marqueurs comportementaux ou physiologiques ou psychologiques, émotionnels d'une activation de schéma. Et surtout, c'est souvent là où est-ce que le bas blesse. Ces résultats-là de non-réactivation et de non-expression du problème sont obtenus sans outils, sans technique particulière. Ça se fait automatiquement, ça se fait tout seul, c'est le nouveau normal, le nouveau naturel. Pourquoi? Parce que c'est ça maintenant qui est encodé dans la mémoire. Quand on a ces 3 marqueurs-là, on peut conclure avec assurance que le PRT est passé par là, peu importe la technique qui a été utilisée et peu importe si la personne s'est rendue compte qu'elle avait réuni les étapes du PRT ou pas. Des fois, on pense qu'on fait une intervention, finalement, il y a un petit détail qui est arrivé, ça a tout changé pour le système nerveux et il s'est retrouvé, au lieu d'ajouter un apprentissage, il s'est retrouvé à déstabiliser et réécrire ce qui était là. Et donc, quand on a ces marqueurs-là, on peut conclure avec confiance que on a appliqué la reconsolidation de la mémoire. Mais si ça prend un outil, si ça prend une technique, s'il faut recommencer le truc, c'est pas de la reconsolidation. C'est comme ça qu'on le sait. Tout à fait. Et une question que j'ai souvent de la part des propriétaires des chevaux, et si on ne connaît pas le passé du cheval, est-ce qu'on peut tout de même faire de la reconsolidation de la mémoire? Eh bien, je l'ai aussi souvent cette question-là en psychothérapie. De mon côté, qu'est-ce qui se passe si je me souviens pas des événements Oui. d'origine? Donc, la beauté de la chose, c'est que dans chaque occurrence du comportement, chaque occurrence de l'état émotionnel, dès que c'est déclenché, on sait que l'ADN du schéma est à l'intérieur de la réaction. Alors, même si on ne connaît pas les événements d'origine, on peut se guider sur les occurrences récentes du problème pour intervenir. Heureusement, parce que on n'a pas toujours accès à ces informations-là. Mais il y a une Mhm. expression qu'on répète souvent en reconsolidation de la mémoire, c'est que le passé est dans le présent. Alors Ah, c'est vraiment, bien. il s'exécute, il se manifeste et il s'active ici maintenant. Alors on peut tout à fait travailler avec les informations, les données qu'on observe dans l'ici maintenant. Ce n'est pas du tout un problème. Eh bien, c'est une bonne nouvelle, ça. Et une autre bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on peut maintenant, à l'aide de la reconsolidation de la mémoire, transformer des stéréotypies. Alors, c'est une première dans la littérature, en éthologie. On peut améliorer, peut-être voire éradiquer en comblant les besoins fondamentaux du cheval, mais de façon structurée, aller transformer une stéréotypie, ça n'a jamais été fait là. Alors, nous, on a répertorié 19 résolutions de stéréotypie, euh, tant dans la catégorie des stéréotypies orales que locomotrices, avec maintien des résultats confirmés après une année à 3 ans. Et on a fait une moyenne des séances que cela a pris, toutes stéréotypies confondues, et on a un résultat de 3,8 séances en réécriture de la mémoire équine. C'est quand même là, impressionnant. Et je vais tout de même nommer les stéréotypies répertoriées là, dans nos 19 résolutions. On a 5 tics à l'appui, 5 tics de l'ours, 4 encensements qu'on appelle aussi head shaking, 4 arpentages et un tic déambulatoire en boxe.
Alors, c'est quand même assez varié et c'est quand même aussi assez rapide à transformer. Alors, c'est une avancée majeure pour le bien-être équin. Alors, n'hésitez pas à consulter un praticien certifié en RME qui va pouvoir là, transformer de façon rapide et efficace l'expression d'une stéréotypie. Oui, parce qu'une stéréotypie, ça reste un apprentissage comme un autre. Alors, ça se Mm, désapprend. tout à fait. Désapprend. Est-ce Donc, qu'on, est-ce bien, qu'on- oui, est-ce qu'on passe à notre démonstration? tout à fait. On va aller voir maintenant concrètement sur le terrain à quoi ça ressemble ce processus de reconsolidation thérapeutique de la mémoire. Donc, nous avons choisi de vous montrer une résolution d'une difficulté d'approche. Donc, les images qui sont ici ont été tirées de la série web en comportement équin Parlons cheval. Donc ici, nous avons la propriétaire qui va nous faire la démonstration de la difficulté d'approche de son cheval qui est situé au centre de l'écran avec du blanc sur l'encolure. Et pendant que vous regardez la démonstration, je vais parler de l'historique de ce cheval. Donc, c'est un cheval de 10 ans dont la personne est propriétaire depuis qu'il a 2 ans et demi. Et à sa connaissance, il a toujours été difficile d'approche. Elle mentionnait que même à 6 mois, il avait tendance à s'éloigner de l'humain. Et plusieurs interventions ont été essayées pour tenter de régler cette problématique. Il y a eu des interventions par renforcement positif, par renforcement négatif, mais sans résultat vraiment durable et concluant. Et ce qui est intéressant, c'est que après avoir fait la démonstration, la propriétaire nous a mentionné que habituellement, ça allait moins bien que ça pour aller chercher son cheval. Il pouvait même galoper et ça peut lui prendre en moyenne entre 30 et 45 minutes pour aller près de lui et pouvoir faire une activité avec lui par la suite. Donc, ici, je vais commencer les interventions. On est toujours la même journée, à seulement quelques minutes après la démonstration de la propriétaire. Donc, ici, on est dans la première étape du PRT, qui est l'activation du schéma problématique. Ici, le stimulus qui active le schéma de difficulté d'approche, c'est la présence de l'humain. Donc, je veux juste mentionner que ici, ce n'est pas un cours sur la difficulté d'approche là, parce qu'en plus des interventions du PRT, il y a des stimuli qui sont créés pour garder les chevaux calmes et détendus. Mais si vous voulez avoir des notions à cet effet-là, comment adapter votre comportement quand vous approchez, pardon, des chevaux, qui soient difficiles d'approche ou non, je vous invite à regarder la formation gratuite d'Équin Communication, dont je mettrai le lien dans le descriptif. Alors ici, comme vous voyez, je suis tout de même assez près du cheval difficile d'approche qu'on voit bien avec le blanc sur l'encolure. J'ai un bon contact visuel de sa part, donc son sens visuel est sollicité sans qu'il soit en mouvement pour s'éloigner de l'humain. Alors ici, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de m'approcher de lui pour aller solliciter le prochain sens que le cheval va utiliser dans son mode de communication, qui est le sens olfactif. Mais pendant ce temps-là, j'ai eu un autre cheval qui est venu à ma rencontre. Donc, j'ai dû communiquer de façon cohérente avec le cheval qui est venu à ma rencontre. Et ensuite, je vais tout simplement poursuivre vers le cheval en intervention. Donc, vous pouvez voir que j'étire ma main. L'objectif est d'aller recréer
un flairage naso-nasal, un comportement que les chevaux vont faire parfois lorsqu'ils se rencontrent. Ils vont se sentir naso à naso. Alors, on voit ici que le cheval en intervention participe bien à ce comportement. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais automatiquement m'éloigner de lui. Alors ici, je suis dans la deuxième étape du PRT qui est de créer une expérience qui va contredire le schéma de difficulté d'approche. Donc, avant, on avait un humain qui allait toujours vers le cheval et le cheval qui s'éloignait. Ici, on a un humain qui va vers le cheval et ensuite l'humain s'éloigne. OK? Alors, on pourrait dire ici que, ah, bien voilà, le cheval maintenant peut se faire approcher, mais pas du tout, parce qu'ici, on a juste déstabilisé les synapses qui sont responsables du schéma qui s'est créé dans la mémoire de ce cheval. Maintenant, il faut réécrire ce schéma. Donc, pour le réécrire, on va devoir créer à nouveau d'autres expériences qui vont contredire le schéma de difficulté d'approche. Et comment qu'on peut faire ça? Eh bien, on va continuer de s'éloigner. On va même sortir de l'environnement du cheval. Comme vous voyez ici, je change ma trajectoire, c'est parce que je m'en vais en direction de la porte. Je vais complètement sortir de son environnement. Alors maintenant, on ne peut pas savoir tout de suite si on a eu bel et bien une transformation de ce schéma. On va devoir faire une étape de vérification. Ce qu'on a fait 2 jours plus tard, ici, on est retourné voir le cheval et sa propriétaire qui nous a mentionné que tout de suite après notre première rencontre, son cheval avait le réflexe de venir vers elle. Bien entendu, il ne venait pas jusqu'à elle, mais au lieu de s'éloigner, il faisait quelques foulées vers elle. Alors, c'est quand même un marqueur très intéressant ici. Donc maintenant, on va aller faire l'étape de vérification avec la propriétaire. Moi, je suis à l'extérieur des clôtures. Je guide la propriétaire afin qu'elle modifie son comportement lors de l'approche des chevaux. Donc, le cheval difficile d'approche, c'est le cheval qu'on voit qu'il y a du crin blanc dans la queue et du blanc aussi sur l'encolure et tout près de la clôture. Donc, la propriétaire est vraiment tout près. Donc, ça va très bien. Alors, on va voir ici le cheval qui va être sollicité au niveau visuel. Il va regarder sa propriétaire, dont j'invite à présenter sa main pour faire l'équivalent d'un flairage naso-nasal. Je lui demande de lever sa main afin que ce soit plus cohérent. Et tout de suite, on a un cheval qui participe au flairage naso-nasal. Et par la suite, je demande à la propriétaire de s'éloigner et quitter l'environnement dans lequel le cheval se trouve. Donc, on voit que le cheval est resté dans son budget temps de repos. Maintenant, ici, nous sommes à 6 semaines plus tard. Nous allons faire une visite de suivi. Alors, j'ai montré à la propriétaire comment toucher son cheval de façon cohérente, hein, parce que ça fait partie de la vie domestique. Alors ici, elle va nous faire la démonstration de la transformation, en fait, qui a eu lieu dès la première rencontre, mais qui s'est bel et bien poursuivie. On a vraiment là un bel exemple de ça, à quel point ça a été transformé dans sa mémoire. On est 6 semaines plus tard et la propriétaire approche son cheval, va même le panser. Et j'ai bien entendu validé avec la propriétaire que quand son cheval mangeait du foin, est-ce qu'il était toujours difficile d'approche? Elle m'a confirmé que oui. Parce que là, ici, on vient de voir un cheval qui était dans un budget temps de repos. Et bon, je le mentionne là pour les gens que si ça pourrait les questionner.
Alors ici, on a vu que la transformation s'est effectuée, dès la première rencontre. On a fait notre étape de vérification à la 2e rencontre. On a poursuivi avec la propriétaire, pour, lui enseigner comment se comporter, de façon cohérente, pour, lors de la stimulation du sens tactile, qui est nécessaire dans diverses activités de la vie quotidienne. Et bien, ce n'est pas une exception qu'on puisse transformer une difficulté d'approche, très rapidement comme ça, hein. Donc si on a une distance de fuite qui est inférieure à 3 mètres, de façon générale, ça va prendre un maximum de 3 séances pour transformer, une difficulté d'approche. Donc encore une fois, ça, c'est une bonne nouvelle. Et aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que après avoir transformé une difficulté d'approche, c'est important de faire un retour progressif au travail monté ou attelé, parce qu'il y a beaucoup de chevaux qui vont développer un schéma de difficulté d'approche suite à des expériences qu'ils ont vécues dans diverses activités. Alors, on va faire vraiment un retour progressif aux activités par la suite et bien entendu, il y aura toujours possibilité de transformer des schémas là, dans diverses activités par la suite s'il y a lieu, même des schémas qui sont reliés à du matériel. Donc, à ce moment-là, c'est du cas par cas. Et en conclusion, pourquoi maintenant la rechute n'est pas systématique avec des techniques de conditionnement ou d'autres types d'apprentissage? Eh bien, souvent, c'est parce que le PRT a été appliqué en double aveugle. On peut le voir dans différentes approches, justement, pour régler des difficultés d'approche que j'aime beaucoup étudier. Et en faisant de l'ingénierie inverse, on peut aller observer à quel moment il y a eu transformation ou pas. Et souvent, on peut voir qu'il y a l'étape 1, l'étape 2 qui est bel et bien présente, mais souvent, dans différentes approches, il faut recommencer parce qu'il manque l'étape 3. Mais des fois, l'étape 3, elle est présente sans que les gens en aient eu conscience. Alors, et c'est la raison pour laquelle il y a eu vraiment une transformation et comme on disait en début de cet épisode, peu importe l'intervention, hein, il peut y avoir de la reconsolidation de la mémoire quand on fait du conditionnement. Oui, à l'insu de l'intervenant. Et juste pour éviter toute confusion, on est habitué entre nous de parler des étapes du PRT plus détaillées. L'étape 2 à laquelle Sandy fait référence, c'est vraiment l'étape dans laquelle on crée une expérience qui va aller déverrouiller les synapses, déstabiliser l'apprentissage. L'étape 3 étant celle dans laquelle on continue à créer ce type d'expérience-là qui va aller réécrire l'apprentissage. Alors, c'est une chose que de le déstabiliser. Et c'est une autre chose que de vraiment procéder à la réécriture. Les deux sont nécessaires pour qu'on ait le résultat de transformation. Alors oui, c'est amusant quand on a accès aux vidéos de regarder vraiment en ingénierie inverse, c'est vraiment quand on regarde les mécanismes d'action selon les différents moments, les différentes expériences qui ont été créées dans l'intervention. Des fois, il y a un imprévu dans l'environnement, mais qui va provoquer un comportement chez l'humain qui va faire toute la différence pour le PRT ou qui va au contraire, hein, nous aussi, on peut vivre ça en intervention. Des fois, on a un stimulus qui fait en sorte qu'on ne peut pas créer exactement l'expérience dont on avait besoin. Il faut procéder, faut refaire une autre séance où il faut modifier un petit peu ce qu'on fait. Donc, c'est vrai des deux côtés, étant donné que ça dépend tellement Oui, de l'expérience qui est créée pour le système nerveux, peu importe l'espèce. Alors, tout à fait, cette notion-là, elle est très chère à notre cœur.
Tout à fait et eh bien, justement, il y a aussi le seuil psychologique qui est très important à respecter et qui contribue à la transformation là, du schéma problématique là, pour lequel on intervient, et plein d'autres, plein d'autres contextes aussi ou de situations qui peuvent arriver, de stimuli. Et il y a aussi un ordre de schéma à transformer parce qu'un stimulus peut activer plusieurs schémas. Et ça, c'est important de travailler, d'intervenir de façon structurée. Euh, et bien entendu, le besoin de complétion. Oui, absolument. C'est un besoin et c'est un terme qu'on entend, qu'on voit circuler de plus en plus sur les réseaux sociaux, qu'on entend de plus en plus. Et donc, c'est donc le sujet de notre prochain épisode. On va vraiment, c'est tellement un sujet important, l'expérience de complétion, que l'on va consacrer un épisode complet à ce type d'expérience, intervention-là. Tout à fait. La complétion, ce n'est pas nouveau, c'est reconnu en neurosciences, mais on commence à en entendre parler un peu plus là, dans le domaine des chevaux. Alors, ne manquez pas le prochain épisode. On fait de la lumière sur la complétion. Alors, soyez au rendez-vous. Et si vous voulez vous aider à patienter d'ici à ce que notre épisode soit publié, eh bien, il y a quand même une petite capsule informative sur la complétion que vous pourrez vous mettre sous la dent en attendant. Alors, merci beaucoup, Sophie, pour ce deuxième épisode qui était fascinant et au plaisir de te retrouver pour le prochain épisode. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Sandy. Au revoir tout le monde. Au revoir.